L'irudothérapie. Utiliser des sangsues à des fins médicales. Cette idée est loin d'être récente. On en retrouve des traces à travers l'histoire. Est-elle pour autant une discipline reconnue et efficace et quels sont les risques qui y sont associés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment se passe une séance d'irudothérapie? Sur les zones à traiter préalablement rasées, on place des sangsues et on attend qu'elles boivent le sang du cheval. Lorsqu'elles ont fini leur repas, les sangsues se détachent toutes seules et tombent. Les blessures qu'elles provoquent peuvent saigner jusqu'à 12 heures après traitement, donc il faut bien nettoyer et désinfecter les plaies pour éviter les infections. Mais à quoi ça sert de se laisser mordre par des sangsues? Elles auraient un effet décongestionnant, anticoagulant et analgésique. Ah bon? Eh bien oui. D'abord, grâce à un effet mécanique, les sangsues sucent le sang. Donc s'il y a une accumulation de sang à un endroit spécifique dans le corps, les sangsues peuvent aider à le faire circuler en retirant une partie. Ensuite, il y a un effet chimique, grâce aux molécules actives présentes dans la salive des sangsues. En effet, on y retrouve notamment l'irudine, une substance anticoagulante qui a inspiré plusieurs médicaments. Mais elle fut remplacée par l'héparine, plus sûre car provoquant moins d'hémorragie et moins coûteuse à produire. On retrouve également d'autres substances intéressantes. Certaines limitent la formation de caillots ou même les dissolvent. D'autres ont une action anti-inflammatoire. Et celle-ci rend les tissus plus perméables, ce qui permet aux autres substances de mieux se diffuser. Comme la morsure de sangsue est douloureuse au début puis devient indolore, on suppose que la salive contient des substances anesthésiantes, mais aucune n'a été clairement identifiée. Pour une fois sur cette chaîne, on ne parle pas d'énergie invisible ou de vibrations mystiques. Ici, il y a de vraies molécules et de vrais mécanismes biologiques. Reste à savoir, est-ce que ça marche vraiment? Voyons ce que nous en dit la recherche. Dans cette étude, il est expliqué que l'irudothérapie est utilisée sur les animaux pour traiter les affections suivantes. La congestion veineuse, c'est-à-dire l'accumulation de sang dans les vaisseaux d'un tissu. L'inflammation au niveau des articulations, appelée arthrite. La fourbure, nommée également laminite. Les inflammations des tendons, des ligaments et des fascias. Les maladies vertébrales. Et le traitement des cicatrices. Mais cette étude dit bien qu'il n'y a actuellement pas assez de recherches pour connaître les vrais effets de l'irudothérapie. Regardons tout de même cette étude allemande. Elle montre que l'utilisation des sangsues pour traiter la fourbure est efficace dans 84% des cas. Trop bien! Sauf que l'étude ne porte que sur 57 chevaux. Il n'y a pas de groupe contrôle, aucun groupe atteint de fourbure mais qui ne recevrait pas d'irudothérapie, ce qui permettrait de comparer la différence entre ceux qui se font poser des sangsues et ceux qui n'en reçoivent pas. Et l'étude comporte de hauts risques de biais méthodologiques. En résumé, bien que le résultat soit très attrayant, car Dieu sait qu'on aimerait un traitement sûr et efficace pour traiter la fourbure, il faut rester très prudent. Les données actuelles ne permettent pas d'affirmer que l'irudothérapie permet de soigner la fourbure. Chez l'homme, on a un peu plus de données précises et des recommandations d'usage mieux déterminées. Cette revue de la littérature montre que, pour le sauvetage des lambeaux cutanés dans un cadre chirurgical, donc dans un domaine précis, l'irudothérapie fonctionne entre 65 à 85% des cas. Mais ce n'est pas une thérapie sans risque, puisque dans 50% des cas, les patients ont besoin d'une transfusion. Bah oui, si vous enlevez une trop grande quantité de sang au patient, ça peut épuiser le corps. Et une combinaison d'antibiotiques est fortement recommandée. En effet, on reporte un risque d'infection de 7 à 20% dans ce domaine, ce qui n'est pas anodin. Conclusion, on a malheureusement trop peu d'études pour affirmer que l'irudothérapie est efficace sur toutes les affections qu'elle prétend soigner. Voyant le désintérêt de la recherche pour l'irudothérapie, on pourrait se poser la question suivante. Y en a-t-il si peu parce que l'industrie pharmaceutique estime que ce n'est pas assez rentable? Bah oui, si ça rapporte pas grand-chose, il y a peu de chances que les labos s'y intéressent. Mais est-ce que la vente de sangsues est si infructueuse que ça? Eh bien, voyons ce que nous en dit l'histoire. Dans les années 1815 à 1855, époque où l'intérêt pour l'utilisation des sangsues en médecine a explosé, le prix pour 100 sangsues est passé de 0,6 francs à 200 francs en 20 ans. Oui, vous avez bien vu, le prix a été multiplié plus de 300 fois. Pourquoi une telle hausse des prix? À cause d'une surexploitation des ressources qui fait que la France a vite épuisé ses réserves et a dû en importer. Une raréfaction des ressources et une forte demande a fait grimper les prix. Donc aujourd'hui, si la médecine ne jurait que par les sangsues, croyez-moi qu'elle se vendrait très cher. D'ailleurs, à quel prix se vendent-elles aujourd'hui? Le laboratoire Ricard Impex, qui produit les sangsues en France, n'affiche pas leur prix, il faut demander un devis. Bon, je ne vais pas aller les embêter, voyons ce qu'on trouve ailleurs. Sur ce site allemand, on tourne autour des 10 € l'unité, suivant la taille de la sangsue.
Revenons à notre chiffre de l'époque, 200 francs pour 100 sangsues, soit 2 francs la sangsue. Je vous épargne les calculs, mais si on convertit ce prix au pouvoir d'achat actuel, une sangsue vaudrait environ 7 euros. Aujourd'hui, on la vend environ 10 euros, donc encore plus cher, alors que la demande est beaucoup moins forte. Alors pourquoi un prix si élevé aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, les sangsues étaient ramassées à l'état sauvage et que les risques sanitaires étaient beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, les sangsues sont élevées en laboratoire, dans un milieu contrôlé. Elles coûtent donc beaucoup plus cher à la production. Et si un engouement pour leur utilisation devait ressurgir, je suis persuadée que leur prix grimperait. Comme ça a été le cas pour les masques chirurgicaux pendant la Covid-19, où leur prix a parfois été multiplié par 6. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le manque de rentabilité qui freine la recherche. Mais alors, pourquoi a-t-on si peu d'études ? D'après moi, c'est parce qu'il y a trop de facteurs aléatoires dans l'utilisation des sangsues. Combien de millilitres de sang vont-elles enlever exactement ? Quelle quantité de substances vont-elles injecter dans l'organisme ? La médecine aime avoir le contrôle sur le plus de variables possible, mais c'est très compliqué de les avoir avec l'utilisation d'êtres vivants. Mais ce sont surtout les risques sanitaires qui ont fait disparaître l'engouement pour les sangsues à l'époque. Maintenant qu'elles sont élevées en laboratoire et que les risques sanitaires sont réduits, peut-être que leur intérêt va ressurgir. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on vante souvent l'iridothérapie comme une alternative bon marché pour soigner diverses affections. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par bon marché. Sur ce site, on propose une séance à 100 francs suisses plus 20 francs par sangsue. Si on compte en moyenne 6 sangsues par séance, on arrive à un total de 220 francs. Ici, on va de 240 à 590 francs suivant la gravité. Ça commence à monter. Dans cet article, on explique que pour traiter une tendinite, il faut compter 400 € la séance. Alors oui, ça coûte moins cher que d'emmener son cheval en clinique, mais de là à dire que c'est bon marché, il faut pas exagérer. Surtout que votre cheval aura peut-être besoin de plusieurs séances. Et le problème, c'est que l'iridothérapie ne peut pas remplacer un autre protocole de soins. Donc ce sont des frais en plus, et pas à la place de. Moi, à ce prix-là, j'aimerais être un peu sûre que ça marche. Certains souhaitent faire appel à l'iridothérapie car elle est considérée comme naturelle. Elle s'opposerait aux traitements chimiques, c'est-à-dire aux médicaments synthétiques fabriqués en laboratoire. Toutefois, pour éviter les risques d'infection, les antibiotiques sont parfois recommandés, et d'autres vétérinaires doivent occasionnellement sédater les chevaux trop nerveux. Donc l'intérêt du naturel peut vite disparaître. Un autre problème me vient en tête lorsqu'on parle d'iridothérapie. L'éthique. Les sangsues sont des animaux, certes pas aussi mignons que des petits chatons, mais des animaux quand même. Pourtant, dans le contexte de l'iridothérapie, elles sont considérées comme un dispositif médical. Pour des raisons sanitaires, elles ne doivent être utilisées qu'une seule et unique fois. En effet, si une sangsue régurgite le sang d'un premier patient dans un second, elle peut transmettre des bactéries, des virus ou des parasites. Ce qu'on veut absolument éviter. Certains proposent de réutiliser plusieurs fois les mêmes sangsues sur un même individu, mais le risque d'infection reste élevé, donc la recommandation officielle est de les détruire après usage. Pour cela, on peut soit les plonger dans de l'eau de javel ou un bas d'alcool, soit les congeler. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique pour affirmer si les sangsues ressentent la douleur, donc ça peut paraître un peu cruel. Mais on peut aussi ressentir autant d'empathie envers les sangsues qu'envers les mouches. Personnellement, je ne fais pas une minute de silence à chaque fois que j'écrase un moustique. Au final, c'est à chacun d'être en accord avec ses propres principes. Et il ne faut pas relâcher les sangsues dans la nature, car ça risquerait de bouleverser l'écosystème. L'idéal serait d'avoir des refuges pour sangsues, des sortes de maisons de retraite. Le problème, c'est que les sangsues peuvent vivre une vingtaine d'années, donc imaginez le coût de fonctionnement d'un tel lieu. Bon, mais si on veut offrir une séance d'iridothérapie à notre cheval, à qui faut-il s'adresser ? En Suisse et en France, l'iridothérapie est considérée comme un acte médical, car les sangsues pénètrent par la peau, créent un saignement, injectent des substances en interne et entraînent un risque infectieux. L'iridothérapie doit donc être appliquée par un vétérinaire. C'est tout. Et pourtant sur le web, on peut tomber sur ce genre de publication. Hop, un petit post Facebook qui fait la pub d'une professionnelle qui propose de traiter la fourbure avec des sangsues et qui a une formation de masseuse. D'autres masseurs proposent ce genre de service, sauf que ce n'est pas autorisé légalement. Et quand on leur demande leur formation, ils répondent à côté. D'autres se disent praticiens en iridothérapie, certains sont même diplômés, donc s'il existe des diplômes, c'est que c'est légal, non ? Voyons ce qu'on trouve sur le net. Eh bien, on trouve un peu de tout. Par exemple, cette formation de 50 heures est donnée uniquement en ligne. Elle comporte un examen, écrit j'imagine, et permet de recevoir un certificat de réussite. Elle est destinée à tout le monde, donc pas besoin d'avoir reçu une formation médicale à la base, mais c'est précisé que ce n'est pas pour devenir iridothérapeute. Au moins, ils sont honnêtes là-dessus. Par contre, le cours est censé être donné par le docteur Tatiana Golovin, de l'Institut spécialisé en iridothérapie de Minsk. Sauf que je n'ai trouvé aucune trace de cette personne, ni de cet institut, sur internet.
En France, cette formation sur 3 jours et ouverte à tous est donnée par une naturopathe. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais les naturopathes et la recherche scientifique, on peut pas dire que ce soit une grande histoire d'amour. La naturopathie comprend des disciplines comme la réflexologie, l'acupuncture, l'homéopathie, les fleurs de Bach, bref, plein de pseudosciences qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Par contre, il faut reconnaître que les naturopathes prêtent une oreille très attentive à leurs patients, et ça c'est une très bonne chose. C'est le seul truc bien en fait. Comme la formation ne permet pas d'établir de diagnostic ni de traitement médical, elle est inutile si on veut devenir professionnel. En Suisse, cette formation à 1700 francs a des promesses de guérison. Elle est donnée par une iridothérapeute, mais qui pratique aussi l'acupuncture et ses dérivés. En revanche, c'est bien précisé que c'est pour vos animaux, donc pas pour devenir professionnel. Il existe aussi des formations en iridothérapie pour humains, qui visent peut-être à former des professionnels. L'école Agapé propose une formation de 2 jours à 400 francs, qui ne demande aucun prérequis et qui offre un diplôme. Cours donné par un naturopathe. Évidemment. Et oh, encore une formation donnée par un naturopathe, et qui ne pratique plus l'iridothérapie à son cabinet. Il a peut-être compris que ce n'était pas vraiment autorisé sans formation médicale, mais ça ne l'empêche pas de donner des formations d'iridothérapie. Et cette fois, elles sont beaucoup plus complètes. Il y a 2 jours de théorie, mais aussi des jours de pratique, et il faut rendre un mémoire, donc c'est plus exigeant. Et le cours n'est pas accessible à n'importe qui. Il faut déjà avoir reçu une formation médicale. Mais à 3000 francs la formation, si on n'est pas autorisé à pratiquer, ça fait un peu cher. Comme vous le constatez, il existe plein de formations à des prix et à des degrés d'exigence très variés. Si certaines peuvent être très tentantes, un petit week-end à 400 balles pour apprendre à guérir son cheval, c'est pas très cher payé, ne vous y fiez pas. Le seul qui peut vous conseiller pour soigner votre équidé, c'est votre vétérinaire. Alors oui, certains vétérinaires pratiquent aussi des thérapies non prouvées, comme l'acupuncture par exemple. Mais au moins, ils ont reçu une vraie formation médicale et ils sauront gérer si votre cheval fait une hémorragie trop importante, s'il attrape une infection ou si d'autres effets indésirables apparaissent. Mais confieriez-vous votre cheval à une personne qui a reçu une formation sur un week-end ou suivi des cours en ligne ? Moi non. En conclusion, c'est vraiment dommage qu'il n'existe pas plus d'études sérieuses sur l'iridothérapie. Sur le papier, son mécanisme pourrait apporter des effets vraiment intéressants chez le cheval, mais ça reste théorique. Tant qu'on manque de données, impossible de savoir si cette pratique est utile ou non. Donc, chers chercheurs, au lieu de refaire une énième publication sur l'acupuncture parmi les milliers qui existent déjà, faites-nous des recherches sur l'iridothérapie, que l'on sache enfin si ça vaut la peine de l'utiliser ou non. Et vous, chers amoureux des chevaux, soyez très prudents, ne confiez pas votre cheval à n'importe qui. Si vous souhaitez offrir une séance d'iridothérapie à votre équidé, faites appel à votre vétérinaire, pour éviter tout risque. Alors restez prudents avec ces thérapies naturelles qui promettent monts et merveilles, et n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion.